Bonjour à tous et bienvenue, Étienne Ayem, en ce début d'année 2017. Bonne année à tous. Si je fais cette vidéo, c'est pour faire un bilan. Faire un bilan, j'en ai fait un pour l'année 2016, mais là j'ai envie de faire un bilan plus général et plus global, un petit peu de ma trajectoire et des apprentissages, et aussi des erreurs que j'ai faites, en tout cas des virages que j'ai pris, des choix de vie que j'ai faits, et de vous transmettre en une petite vidéo. Voilà, là où j'en suis, là d'où je viens et là où je vais. Peut-être que si vous avez envie d'avoir plus de réponses par rapport à un ou plusieurs des passages de cette vidéo, je ferai d'autres vidéos pour détailler et zoomer vraiment sur une ou plusieurs parties de cette aventure, parce que je peux pas tout détailler, évidemment. Mais voilà. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est la Picardie où j'ai grandi de 1984, où je suis né, jusqu'aux années 2001-2002, avec notamment l'arrivée de l'ADSL à Abbeville en 2001. Et ce qui va conditionner la suite, que je passe assez rapidement, c'est que je vais passer beaucoup de temps dans les jeux vidéo. Je vais devenir coach de l'équipe de France d'un jeu vidéo qui s'appelle Quake 3. Et je vais m'investir notamment sur la Coupe du Monde des jeux vidéo, donc que vous voyez là à Bercy en 2002. Et je serai arbitre sur la Coupe du Monde des jeux vidéo en 2001 et 2002. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des notions de travail en réseau, de travail virtuel, dans le sens où on n'est pas les uns à côté des autres. Le fait de coacher et d'accompagner des équipes qui sont à grande distance les uns et les autres sont vraiment des choses qui sont précurseurs de ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Après mon bac, j'ai fait une fac de médecine à Amiens de 2002 à 2004 sans grand succès. Je n'étais pas passionné par la médecine et aussi parce que je passais trop de temps dans les jeux vidéo. Et donc j'ai fini par me réorienter en école de commerce à Paris, où je débarque en 2004 pour 5 années, de 2004 à 2009. Ce qui va être intéressant en dehors de mon grand investissement dans les associations de l'école, puisque c'est là que je vais trouver vraiment une vie sociale. Après avoir passé beaucoup de temps dans les jeux vidéo, je suis content de retrouver les humains et de m'investir pour les associations, pour la gestion des budgets, pour la gestion des événements, des organisations en tout genre. Et ben, à part tout ça, ce qui va être important pour moi, ce sont les semestres à l'étranger. Et je vais partir en 2006. Je vais avoir la chance de partir en 2006 au Mexique. C'est la première fois que je sors d'Europe et ce que je vais faire, c'est mon étude sur l'inégalité de répartition des richesses, où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres et la classe médiane rattrape assez vite les pauvres à chaque fois qu'il y a une crise. En Mexique, c'est en 1994 avec la crise de la tequila. Je vais repartir 2 ans plus tard en Argentine, faire un autre semestre à l'étranger où je vais faire la même étude sur les riches et les pauvres et où je vais avoir les mêmes conclusions. Et au-delà même de l'Argentine et des parallèles entre l'Argentine et le Mexique, où l'Argentine a la crise, c'était en 2001, la crise monétaire, je me rends compte que ce modèle n'appartient pas juste à l'Argentine ou au Mexique, mais que c'est le modèle capitaliste et qu'on retrouve la même chose en France, même si nous, on n'a pas eu tant de crises, mais en tout cas, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres un tout petit peu moins pauvres, et la classe médiane rejoint les pauvres à belle vitesse, et s'il y a une crise, ça accélère les choses. Voilà, je vais étudier en Argentine aussi la finance internationale, puisque finalement, j'ai commencé à suivre la crise du subprime en août 2007, et j'ai étudié toutes ces choses-là à fond, et je vais bloguer, en fait, je vais écrire sur mon blog en juillet 2008, je vais écrire une trentaine d'articles sur mon blog pour avertir de ce qui va se passer, pour prévenir à quel point les banques sont méchantes, à quel point les multinationales sont méchantes. Et je vais envoyer tellement de colère sur le monde qu'en fait, je vais me la prendre en boomerang. Et je vais me retrouver dans une situation de crise de conscience, de crise personnelle, où je vais tomber au fond du trou, et au fond du trou, finalement, je vais découvrir ça. Alors, si vous parlez pas trop le mandarin, ou si vous connaissez pas trop les idéogrammes, ça vous parle pas beaucoup. Mais c'est aussi ça, et ça, c'est le Tao. C'est la philosophie chinoise qui dit que il y a le blanc et il y a le noir, il y a le visible et il y a l'invisible, qu'il y a l'extérieur et qu'il y a l'intérieur, et que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et c'est aussi ce principe d'interdépendance, c'est-à-dire que toutes les choses sont reliées entre elles et que je ne suis pas séparé et que toutes les choses sont reliées entre elles. Donc finalement, ce que me renvoie ce Tao, c'est que si je vais bien, le monde va aller bien. Et donc, je peux certes m'alarmer et m'affoler de tous ces déséquilibres, mais que la plus grande chose que je peux faire, c'est prendre soin de moi. Et donc, avec ce Tao, je vais partir pour mon dernier stage. Je vais plus exactement, je vais changer
de sujet de mémoire, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur l'avenir des croissances énergétiques et environnementales. C'est-à-dire que je vais changer de vision. Avant, mon mémoire était supposé être sur les jeux vidéo. Là, je vais changer de sujet vraiment et passer sur comment on fait avec des croissances exponentielles. Donc la croissance exponentielle énergétique, ben, c'est le CO2 typiquement. Pardon, environnemental, c'est le CO2 qu'on retrouve et qu'on envoie dans notre atmosphère. Et énergétique, bah, c'est les barils de pétrole, c'est le nombre de voitures qu'on a, c'est les ressources fossiles qu'on tire de la Terre, alors qu'on a une toute petite planète limitée. Alors ce sujet, aujourd'hui, il est évident, il est facile, et sauf Trump, tout le monde l'a compris. Mais en 2009, dans une école de commerce, c'était pas vraiment la norme. Et ce qui va être intéressant là-dedans, au-delà vraiment des rapports de force, c'est aussi toutes ces forces invisibles. La population, par exemple, on est quasiment au-delà des 7 milliards maintenant, et on était à 2 milliards au début du siècle. La vitesse à laquelle nous nous multiplions sont des choses qu'on ne comprend pas vraiment et qu'on n'arrive pas à percevoir. Donc c'est ça que je suis allé étudier avec ce mémoire, qui me sort vraiment de mes problématiques d'enfant ou de jeune homme, si je peux dire, sur les jeux vidéo, aussi passionnantes soient-elles. On a des challenges qui sont beaucoup plus grands aujourd'hui en 2017 et on ne peut pas faire semblant de s'occuper avec des marguerites alors qu'il y a vraiment des grands challenges qui attendent notre humanité. Pour finir mon mémoire et pour finir mon école de commerce, je vais faire mon dernier stage en Hollande, à Utrecht, à l'université d'Utrecht, pour l'organisation d'une conférence internationale de recherche en développement durable, dans laquelle vont venir tous les experts, en fait, des membres du GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, et ils vont débattre de tous les sujets, de tout ce qu'il faudrait faire pour changer le climat. Et ce qui est impressionnant pour moi qui débute un peu dans toutes ces questions-là, c'est qu'en fait, ils ont toutes les solutions. Les réponses, ils les ont, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action politique à ce niveau-là, à ce moment-là. Il n'y a pas du tout d'action politique, ou très peu, pardon. Et il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que c'est pas rentable de faire des choses écologiquement responsables. Et ça va être quand même une grosse claque pour moi qui va m'amener à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire à la fin de mon école de commerce et comment je vais m'occuper ou m'investir sur ces sujets. Une autre chose qui va être fondamentale pour moi, c'est que je vais passer beaucoup de temps sur Internet encore pendant que je suis en Hollande et dans un documentaire qui s'appelle Zeitgeist, je vais découvrir un mot qui s'appelle scarcity et je me suis dit, quand j'ai compris ce mot, quand j'ai entendu ce mot dans le documentaire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le bug. C'est ça le truc qui bloque et qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à régler. Et scarcity, je suis allé voir dans un dictionnaire, bien sûr, et scarcity, ça veut dire la rareté. Et c'est ce mot vraiment qui est venu me taper à un endroit, me fendre le crâne en deux, si je peux dire, parce que c'était ça notre angle mort, et c'est une des choses qui nous bloque et qui nous empêche d'agir. Alors la rareté, certes, mais d'autant plus la rareté artificielle. Et la rareté artificielle, c'est tout ce que moi j'ai appris en école de commerce, c'est de faire des brevets pour protéger les utilisations, c'est le copyright, le droit d'auteur, c'est la propriété privée. Ça va être vraiment toutes les barrières juridiques qu'on va pouvoir mettre pour empêcher les autres d'utiliser des choses qui existent et qui sont disponibles. J'y reviendrai plus tard. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que nous, on perçoit le monde comme ça. On se dit, waouh, c'est trop beau, il y a plein d'eau, il y a un océan magnifique, etc. Mais on est quand même derrière des barreaux et on a l'impression qu'il y a juste une petite fenêtre à laquelle on a accès. Alors que moi, je pense que le monde, c'est plutôt ça. C'est plutôt une espèce d'abondance de richesse, d'une abondance de possibilités, d'une abondance dans tous les sens. Et, et que nous, on va devoir apprendre à péter ces barreaux ou apprendre à ouvrir, ou en tout cas apprendre à changer notre regard et apprendre à changer notre conscience. C'est-à-dire sortir de cette conscience de rareté pour entrer dans cette conscience d'abondance, qu'en fait des richesses, tout est là. Tout est là. On a tout ce qu'il faut pour nourrir la planète, on a tout ce qu'il faut pour être bien plus riche qu'on ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Mais que pour ça, il va falloir changer nos regards et nos façons de faire. En 2009, quand je reviens en France, je choisis de m'investir et d'investir mon temps avec The Transitioner, qui est une association sur la transition et qui va travailler à deux choses. D'abord, construire de nouvelles architectures via l'intelligence collective, en utilisant l'intelligence collective et de nouvelles formes d'intelligence collective, et construire des monnaies libres qui sont une architecture nécessaire pour valoriser, échanger et transformer cette richesse. En parallèle, je vais m'investir sur un réseau de blogueurs qui s'appelle OVNI, qui est hyper intéressant. C'est une plateforme de blogueurs qui s'est créée en réponse à la loi Adopi. La loi Adopi, c'est justement ça, ce dont on parlait de rareté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique permet de partager la musique avec le plus grand nombre, de partager les vidéos et tout ce qui est dématérialisable avec le plus grand nombre. Et la loi Adopi, cette loi nous ramène dans le passé et dit non, 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 il faut payer tout ce que vous voulez avoir accès et copier ces informations, c'est du vol. Donc, je rentre pas dans le débat ici, mais en tout cas, c'était de dire en 2009,
Il y a d'autres façons de valoriser les créateurs, et si la création devient de plus en plus abondante et le fait de la diffuser ne coûte rien de plus, c'est-à-dire que le coût marginal, créer un MP3 de plus, ça ne coûte pas plus, eh ben, on doit réinventer nos modèles de distribution et de valorisation de la musique. Mais cette question va se poser pour bien d'autres sujets, comme vous allez le voir. Et finalement, je me dis à cette époque-là que qu'on est riche aujourd'hui de nouvelles architectures, qu'on est riche d'un nouveau terrain de jeu qui s'appelle Internet, de la dématérialisation et qui nous permet de passer d'organisations centralisées à des organisations décentralisées. C'est ce qui va être notamment le cas avec la preuve du blockchain et du Bitcoin qui va arriver plus tard. Qu'on arrive à des organisations où on est capable d'organiser un très très grand nombre, ce qu'on appelle the swarm, l'essaim, un très grand nombre d'individus, avec par exemple ce qu'on voit sur Wikipédia où il y a une architecture fixe et des millions d'utilisateurs qui viennent améliorer, qui n'est pas sans rappeler les poissons ou les oiseaux dans leur vol. Et puis qu'on a de nouvelles architectures finalement qui nous permettent de construire de nouvelles organisations et de nouveaux rapports de force entre nous par rapport à ces questions de l'information, comment circule l'information, comment on la partage, est-elle libre, et puis voilà, comment toutes ces nouvelles architectures vont permettre de transformer radicalement notre société. Finalement, ces nouvelles architectures vont nous permettre d'ouvrir ces verrous de la rareté artificielle et de créer d'autres solutions, d'autres façons de distribuer la richesse et la valeur. Et donc c'est un peu ça mon grand sujet, c'est comment on fait péter les verrous de la rareté artificielle, tout ce qui n'a plus raison d'être, qui appartient au passé, qui appartient à une vision qui est créée, qui est basée sur une vision de manque ou une conscience du manque, comment on peut passer à une société d'abondance et une société du partage. Finalement, qu'est-ce qui se passe si on ouvre tout? Qu'est-ce qui se passe si on ouvre tout? C'est-à-dire, les technologies nous le permettent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre l'industrie de la musique? Qu'est-ce qui se passe si on ouvre l'industrie du cinéma? Qu'est-ce qui se passe si on ouvre l'industrie postale? Qu'est-ce qui se passe si on ouvre l'industrie, euh, pourquoi pas, du gouvernement? C'est-à-dire, non pas l'industrie du gouvernement, mais la gouvernance. Les gouvernements, un gouvernement ouvert, aujourd'hui, ça ressemblera à quoi? Une société ouverte, finalement, à quoi ça ressemble? C'est quoi l'avenir de nos sociétés si on en ouvre chacun des blocs, chacun des silos, et si on passe d'une société industrielle à une société de la connaissance. Donc ça, c'est déjà en cours, c'est ce qu'on est en train de voir notamment avec Linux, avec Wikipédia, avec l'open source, le mouvement de l'open source, le mouvement de l'open hardware, avec le mouvement de la société du partage, avec tout le mouvement des communs, avec un grand nombre d'initiatives en fait à tous les étages qui visent à sortir de cette rareté artificielle puisque les technologies nous le permettent. Mais l'autre chose, et je l'ai écrit en bas dans cette slide, le partage, c'est que tout ça ne va pas se faire par magie. C'est-à-dire si on a des architectures technologiques qui nous permettent, oui, à coûts quasiment égaux, de partager avec un très très grand nombre, le problème en fait, c'est que ça va nous demander un choix d'humain, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de cette conscience d'abondance, ça va nous demander de faire un choix. C'est-à-dire que c'est pas juste la tête et la technologie qui nous permettent de tout partager, donc on va tout partager, ça nous demande vraiment de partager avec le cœur, c'est-à-dire de dire, de passer d'une conscience de rareté à une conscience d'abondance, c'est-à-dire que si je partage plus pour l'autre, c'est plus pour moi. C'est pas parce que je donne à l'autre que ça me prend à moi. Et je reviens là vraiment sur cette philosophie du Tao, mais chacun trouvera la spiritualité ou les justifications qui lui plaisent. C'est vraiment qu'on a besoin de se dire, en fait, je ne suis pas séparé de l'autre et ce que je partage avec l'autre, je me le donne à moi aussi. Ce que je donne, je me le donne. Donc c'est pour ça que j'ai mis un cœur dans ce partage. C'est qu'on a besoin d'un shift technologique et ça on l'a aujourd'hui et il est acquis, mais on a besoin aussi d'un shift humain et de vraiment rentrer dans cette société du partage et cette société du don, cette société de l'abondance avec un changement personnel très fort. Yes, allez je continue. Cette société du partage, tout le monde est d'accord, tout le monde dit oui, oui, c'est génial et tout, c'est possible, mais le problème c'est qu'en fait, comment je gagne ma vie? Et c'est là où on a vraiment besoin de réinventer les modèles économiques. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a, aujourd'hui, on est en train de démonétiser beaucoup de choses et on est en train de détruire des emplois à certains endroits. Notamment, par exemple, si on prend Britannica, l'encyclopédie Britannica qui a été détruite et démonétisée par Wikipédia, on est tous d'accord pour dire que Wikipédia c'est absolument génial. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, on a une vieille société qui est en train de mourir, ou en tout cas des vieilles architectures qui ont fait leur temps, et que si on les explose les unes après les autres, on va faire un petit peu de mal, et donc on a besoin de nouveaux systèmes de valeurs
de nouvelles valeurs et de nouveaux systèmes d'échange pour valoriser toutes ces inventions, toutes ces innovations qui vont venir. Puisqu'aujourd'hui, les acteurs de ces Wikipédia, de ces logiciels libres, généralement, ils travaillent encore dans des entreprises traditionnelles et puis ils font ça le soir et le week-end. Donc ils font ça comme du bénévolat. On est vraiment au début de l'organisation, de la structuration, euh, de la monétisation, si je peux dire, ou de la monétarisation de cette partie-là. Et donc tout le monde est d'accord avec cette société ouverte et la question du partage, mais il y a vraiment cette question la plus profonde, l'architecture la plus profonde qui vient nous chercher, c'est la peur du manque, de ne pas avoir assez d'argent. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais aller m'occuper de ça. Je vais aller me concentrer là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe, de quoi il en retourne. Et au-delà même de l'argent, c'est pas simplement une question de monnaie, c'est aussi de nouvelles valeurs, c'est-à-dire qu'on a besoin de redéfinir la priorité des valeurs et pas se faire bouffer par l'argent et croire qu'il n'y a que l'argent et que si on a de l'argent, tout ira bien. On a besoin de créer de nouveaux systèmes d'échange, donc parce qu'aujourd'hui la monnaie s'accumule à certains endroits, ne circule pas assez, on a vraiment besoin de redéfinir des systèmes qui permettent d'échanger avec de nouvelles monnaies, des monnaies qui ont des nouvelles propriétés. Et puis on a besoin de nouveaux systèmes de valeurs, c'est ce que je disais avec Wikipédia, et c'est aussi la réponse par exemple à Adopi, c'est que ça ne veut pas dire qu'on doit tout copier, tout est gratos et on peut tout piller à tout le monde. C'est un peu ça ce qu'on nous reproche quand on dit qu'on est des pirates, et en appelant ça des pirates et du piratage, quand on copie les choses sur Internet, c'est qu'on a besoin de nouveaux systèmes de valorisation. Heureusement, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus et qui sont en train de sortir des choses assez intéressantes. En tout cas, on est vraiment à la frontière de ce paradigme de société industrielle et on est en train de rentrer dans la société de la connaissance et pour ça, on a déjà plein d'organes, si je peux dire, de cette nouvelle société, de ce nouveau corps sociétal, mais il nous manque encore quelques circuits, dont notamment bah, ce circuit économique de circulation de la valeur de ces nouvelles monnaies. C'est un peu comme le système sanguin, si vous voulez. Donc, sur ces monnaies, moi, je me suis dit, en fait, il y a trois sujets. Il y a l'inégalité de répartition des richesses, qui est le résultat un petit peu de départ, moi, qui m'a permis d'aller me questionner sur ces sujets-là. Il y a la création monétaire, c'est-à-dire quelles vont être les règles qui vont définir qu'on va créer de la monnaie, et comment elle va-t-elle être créée, à quelles conditions. Et puis les monnaies complémentaires, ce que j'appelle l'innovation monétaire, que ce soit des monnaies locales ou des monnaies cryptées, des monnaies décentralisées, des monnaies distribuées sur Internet, peu importe. C'est-à-dire comment on va pouvoir essayer de créer de nouveaux prototypes, de nouveaux systèmes euh, qui améliorent ou qui complémentent ou qui remplacent le précédent système. Mes trois missions, finalement, c'est apprendre. Je me suis dit, il faut que je me forme à ces choses-là, il faut que j'apprenne ce qui existe et comment ça marche. Il faut que je communique et que j'éveille, que je transmette à mon tour. Et puis créer, bah, c'est d'essayer de créer ces systèmes et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Finalement, aujourd'hui, ce que je peux retenir sont trois voies un petit peu différentes, mais absolument complémentaires, pour régler cette question d'inégalité de répartition des richesses par une nouvelle forme de création monétaire. C'est la création monétaire publique avec un revenu de base, qui est un sujet qui est assez actif maintenant dans la campagne présidentielle. Alléluia. L'exemple que j'ai mis, c'est QE for People, qui est une association, qui est un mouvement porté par des Anglais, une association anglaise qui s'appelle Positive Money. QE for People, ça veut dire Quantitative Easing for People. Quantitative Easing, c'est la planche à billets. Et donc c'est le fait de dire que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui imprime 80 milliards d'euros qu'elle transmet aux banques et aux multinationales pour relancer l'économie. For People, ce serait de dire, et tiens, si plutôt que de les filer aux multinationales et aux banques, eh ben on nous les donnait à nous les citoyens. Et donc c'est techniquement possible, il y a eu un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc il y a des gens qui militent là-dessus, donc ce ne serait pas le revenu français, ce serait vraiment le revenu européen de dire, et si ce quantitative easing, donc cet argent imprimé, cet argent fraîchement créé par la Banque centrale, plutôt que de le donner aux multinationales, on le donnait aux citoyens. Ça c'est une voie possible et il faut militer pour cette voie. Deuxième voie qui est beaucoup plus locale et beaucoup plus petite, mais qui peut être néanmoins très 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 intéressante, c'est le revenu de base local grâce à une monnaie locale complémentaire. Et je sais que ça fait partie du projet de Terra, qui est un éco-village notamment, de développer ça. À voir comment ça peut se développer, mais en tout cas, là, on a les outils. Revenu de base, on sait ce que c'est. Une monnaie locale complémentaire, on sait ce que c'est. Du local, on sait ce que c'est une échelle qu'on maîtrise. Donc là, il y a vraiment des expériences à tester et à aller faire. Et la troisième, c'est un revenu de base via une monnaie complémentaire décentralisée type d'unitaire. Bon, ça, d'unitaire, c'est un logiciel. Et là, ce serait de distribuer un dividende universel via une monnaie complémentaire et à grande échelle, c'est-à-dire c'est décentralisé, on ne serait pas limité à du local. Donc c'est encore une autre voie.
L'avantage de cette voie-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la Banque centrale européenne et qu'on n'a pas besoin d'attendre monsieur, madame, le futur président de la République et qu'on peut le commencer entre nous. L'inconvénient, c'est qu'on va distribuer des points et qu'il faut mettre de la richesse réelle en face de ces points. Une monnaie n'a de valeur que s'il y a des richesses réelles qu'on peut échanger dans le réseau. Et donc là, on est aussi au début d'une innovation intéressante et de voir comment nous allons pouvoir créer ce réseau et lui donner une valeur en mettant des richesses réelles en face. Voilà un petit peu pour les trois grandes voies qui me paraissent importantes. Je renie pas du tout tout ce qui a été fait, je dis juste quelles sont les voies qui, à mon sens, manquent et méritent d'être développées. Une autre chose que j'ai pas mise ici, mais c'est pour moi vraiment dans cette question d'acupuncture économique. On sait qu'en France aujourd'hui, les collectivités locales peuvent accepter les monnaies locales complémentaires. Il sera intéressant qu'on puisse payer des taxes avec, et ça c'est vraiment un levier, une aiguille d'acupuncture, de lobby citoyen à aller débloquer pour permettre que ces monnaies locales, on puisse les payer, on puisse les utiliser pour payer nos taxes. Voilà, donc finalement, après cette petite pause monétaire, mon parcours depuis 2010, après avoir travaillé avec le transitionneur, je quitte le transitionneur pour créer avec un d'autres les Valeureux, un collectif pour se former à toutes ces questions des indicateurs de richesse, des systèmes d'échange. Et puis on va pratiquer cette intelligence collective entre nous avec notre apprentissage tant bien que mal de la sociocratie. On a eu tendance à dire entre nous qu'on pratiquait la soupocratie, tellement parfois c'était à n'y rien comprendre. Mais voilà, on a vécu, on a mangé, on a essayé toutes ces choses-là. En parallèle, je travaille chez Emapom, une agence de presse Nouvelle Culture, où là, on pratiquait l'holacratie. Donc, je me suis vraiment formé à deux systèmes de gouvernance nouvelle génération, si je peux dire. Emapom, on travaillait en relation presse avec Pierre Rabhi, avec Colibri, avec Nature et Découverte, et moi, je m'occupais de la partie blog. Voilà, en parallèle, je plonge à fond dans les mondes des créatifs culturels avec Génération Tao et le Centre Tao d'un côté, avec qui je vais travailler. Je vais travailler au centre, à l'accueil du Centre Tao à Paris, et puis je vais écrire pour le magazine Génération Tao à la rubrique créatifs culturels. Et en parallèle encore, en 2010, je vais travailler avec le jeu du Tao, avec le Tao Village, qui est un autre organisme, c'est pas la même chose que Génération Tao et le Centre Tao. Et là, je vais devenir animateur du jeu du Tao, qui est un jeu d'intelligence collective, encore une fois, donc là, le prolongement de ces nouvelles architectures d'intelligence collective. En 2012, je vais créer deux associations avec des camarades, SEML, Sweet Electronic Music Lovers, donc pour les amoureux de la musique électronique Sweet, qui est un groupe Facebook qu'on avait créé avec quelques copains et qui, au bout d'un moment, commence à avoir du grand succès. On est monté jusqu'à 12 000 membres. Et donc là, c'est une incarnation horizontale de cette économie du partage, à quoi ça ressemblerait si on partage de la musique entre nous. Et c'est devenu tellement hype, si je peux dire, qu'on a créé une association, on a fait des soirées, et puis on a créé des disques, on a créé des vinyles, et c'est devenu un petit label indépendant. En parallèle, on crée WeShare avec d'autres copains pour l'étude de l'économie collaborative, de tous ces mouvements de l'économie du partage qui sont en train d'émerger. Donc 2012, c'est l'année de création de WeShare. En 2012, c'est aussi l'époque où j'ai quitté les Valeureux, pardon, pour aller travailler avec Community Currencies in Action, qui est un partenariat de civile européenne qui crée des monnaies, donc financées à hauteur de 3 millions d'euros par l'Europe. Et je vais travailler avec la ville de Nantes pour les connecter dans ce partenariat CCIA. Et puis 2012, c'est l'année de mon TEDx. Je vais faire une vidéo de 15 minutes. C'est ma première conférence sur les monnaies complémentaires, sur la création monétaire, où je retrace un petit peu mon parcours. Voilà, tout ça c'est pour les développements extérieurs. Ce qui va être intéressant à partir de maintenant, c'est que je vais vous faire un parallèle entre les développements extérieurs et les développements intérieurs. En 2012, c'est l'année où j'ai fait mon premier stage homme tantrique, qui est une initiation d'homme, qui a été vraiment un changement pour moi, un avant et un après, dans ma peur par rapport aux hommes, dans mon lien aux hommes. Et, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et en 2012, je suis devenu instructeur de Wu Tao. Donc avec le centre Tao, je me suis formé au Wu Tao et je suis devenu instructeur en 2012, ce qui me permet de donner des cours. 2013-2014, eh ben, on continue les mêmes tendances qu'on va tirer et prolonger. Après avoir accompagné d'autres sur les monnaies complémentaires, en étant consultant, en faisant des confs, en éveillant sur ces questions-là, je me dis bah finalement c'est bien sympa de dire aux autres ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de m'y mettre moi aussi? Et on va créer avec toute une équipe sur Paris le Simba, la Simba, une coopérative
pour une monnaie inter-entreprise en région Île-de-France. Euh, le principe étant que pour le début de ce projet, on demande aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités de prendre des parts dans cette coopérative SIC pour devenir coopérateurs, copropriétaires et codécideurs. C'est-à-dire que plutôt que ce soit moi ou nous, les gérants, qui décidions de tout, prenons des parts et décidons ensemble de comment va marcher cette monnaie. On va gagner les WeShareFest Awards en 2014 et on va être parmi les 15 projets finalistes de l'échappée volée. Et l'objectif vraiment avec Simba, c'était de sensibiliser, c'était de réunir et de créer une masse critique d'entreprises en Ile-de-France qui sont capables de se faire du crédit dans une monnaie alternative qui s'appelle Simba. Et l'objectif aussi, c'était de réunir vraiment cette masse critique dès le début comme investisseurs. Donc j'avais imaginé à l'époque 2000 citoyens, entreprises, associations qui prennent une part. Je vais vous raconter la suite dans quelques instants, ne bougez pas. En parallèle, en 2013, je crée avec le Centre Tao et Arnaud Matlinger le Festival du masculin, premier festival du masculin, qui a réuni 80 hommes et une cinquantaine de femmes au Centre Tao pour les 29 et 30 juin 2013. Et puis en 2014, je vais aller me former à une autre initiation entre hommes qui s'appelle le MKP, qui est une initiation qui a une trentaine d'années et pour laquelle il y a 50 000 hommes environ dans le monde qui sont déjà formés et qui est vraiment un autre passage pour moi assez fort de transformation personnelle et que je recommande vraiment à tous les hommes, euh, qu'ils se cherchent ou qu'ils ne se cherchent pas, sont pour moi des passages vraiment nécessaires et très puissants pour devenir homme et pour se reconnaître et s'apaiser, apaiser nos relations avec les hommes à la fois et avec les femmes également. En 2014, je quitte Paris après 10 ans dans le 10e arrondissement. J'en ai marre de la pollution, j'en ai marre d'être dans un clapier à lapin. Et je me dis qu'en fait, j'ai envie d'aller respirer à la campagne et j'ai envie d'aller vivre une vie et de nature et de collectif. Et donc, Millemont est à 50 minutes de Paris. Ça me permet de continuer d'être à Paris tout en n'étant plus du tout dans le rush de la pollution parisienne. Et ça va me faire le plus grand bien. En 2015, dernière année pour Simba, dernier mois, si je peux dire, on a été audité au CESE, le CESE, donc Centre économique, social et environnemental, qui a créé un rapport sur les monnaies complémentaires, sur les nouvelles monnaies, où il parle aussi du Bitcoin. J'ai été audité avec Bernard Liétard et ça a été un petit peu ma déception de voir à quel point ils n'ont pas compris les enjeux des monnaies complémentaires et à quel point ils les ont pas soutenus. Ils nous ont vraiment demandé dans ce rapport un petit peu triste d'être aussi propre, transparent que pourrait l'être l'euro, mais que l'euro ne l'est même pas. Donc j'ai trouvé qu'ils voulaient un petit peu étouffer dans l'œuf ces initiatives, alors qu'ils auraient pu vraiment les soutenir s'ils en comprenaient les intérêts. Et j'ai été audité aussi avec Simba pour la mission monnaie locale du gouvernement, c'est-à-dire que les ministres Cécile Duflot et Benoît Hamon ont lancé une étude sur les monnaies locales. Et donc j'ai été audité pour Simba et j'ai participé à ce groupe voilà, qui fait un rapport de plus et qui a donné dans la loi de ESS de juillet 2015, si je ne dis pas de bêtises, ou de 2014, juillet 2014, la reconnaissance des monnaies locales complémentaires comme des titres de paiement. Donc elles sont rentrées, elles sont reconnues dans la loi, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut payer les collectivités locales avec. Finalement, Simba, qui devait être une grande aventure folle où on pourrait réunir 2000 sociétaires, et ben on en a réuni que 87. Seulement 87 et en même temps déjà 87. Et moi, j'ai mis beaucoup trop d'énergie. J'ai mis beaucoup trop d'énergie personnelle, j'ai mis beaucoup trop d'énergie argent, même si j'ai pas mis des millions, le peu d'argent que j'avais, je l'ai cramé, comme on peut voir sur cette photo. Et donc, quand je dis c'est le phénix qui s'échappe et qui s'envole pour renaître de ses cendres, c'est pas tellement ce phénix-là, c'est plutôt un phénix tout cramé qui est parti. Et je suis parti dans les Cévennes. Donc, nous sommes arrivés en mai 2015 dans les Cévennes avec Julie à l'aérium dans un collectif pour essayer d'atterrir et de se reposer tranquillement. Ce qui a été un peu le départ in extremis après avoir tout donné et trop donné pour Simba et dans Simba. L'atterrissage s'est fait notamment pour moi avec la redécouverte de mes mains, de comment me servir de mes mains autrement que pour tapoter sur un ordinateur. J'ai appris à faire des planchers de yourte avec Eknat, donc ça c'était vraiment beaucoup de plaisir et de bonheur de couper, de construire, de créer, et de voir vraiment la capacité à transformer la matière. Et puis l'autre matière qu'on a transformée, c'est le jardin avec Serge,
où là on était en biodynamie. J'ai appris les bases, vraiment les toutes petites bases de la biodynamie, mais ce qui est hyper intéressant et génial pour moi, c'est qu'on a créé vraiment toute cette serre ensemble. C'est-à-dire que la serre, on l'a montée en chantier collectif, la porte, on l'a créée nous-mêmes, cette porte-là aussi, on l'a bétonnée, les buttes, on les a faites nous-mêmes, on a tout coupé, on a tout planté. Tout ce qui est là sur cette image sont des choses que nous avons créées de toutes pièces, et avec le bonheur de pouvoir aller chercher une petite salade le midi, toute fraîche, on sait qu'il n'y a aucun pesticide et on sait comment elle a été créée, avec amour, par qui et dans quelles conditions. Et puis ce que j'aime bien aussi et ce que j'ai vraiment aimé profondément, c'est que toute la sciure des planchers qu'on coupe, on va aller la réutiliser, la mettre au jardin pour nourrir le jardin et on va remettre le compost, etc. C'est vraiment, on refait partie d'un cycle et d'une chaîne où l'homme n'est plus un parasite, où je ne suis plus un parasite sur mon environnement, mais vraiment réintégrer le cycle de la nature. Voilà, ça c'est un atterrissage en douceur où financièrement j'étais quand même assez cramé, donc j'ai très peu dépensé pendant un an, mais je me suis vraiment ressourcé le temps d'atterrir et de remettre le bateau à flot, si je peux dire, et moi de me reposer. Ça aura duré un an, et puis en avril 2016, on quitte l'aérium, trop fatigué aussi par le collectif qui demandait beaucoup d'énergie, trop d'énergie à notre groupe pour aller vivre à Péguerolles de Buège, sur ce petit hameau de quarantaine d'habitants dans la vallée de la Buège, donc à 1 heure de Montpellier. Voilà. Pour l'année 2016, mes activités en consultant, ben, j'ai travaillé avec l'Université du Nou, qui est un collectif qui sont des amis qui travaillent sur la gouvernance partagée. Je les ai accompagnés sur leur levée de fonds en financement participatif, je les ai conseillés sur comment faire, quels mots, quel ton utiliser. Et puis j'ai travaillé un petit peu avec Enquête de Sens, le temps d'un week-end de facilitation stratégique avec eux dans la Drôme en juin. En quête de sens, avec qui j'avais travaillé bah, sur à peu près les mêmes questions que pour l'UDN, c'est-à-dire la stratégie de communication pour leur levée de fonds, sur quels réseaux sociaux communiquer, comment communiquer, et puis sur les questions de distribution, comment pas retomber dans les pièges de l'ancien et travailler avec des gens qui ne sont pas vraiment dans la coopération avec nous, mais de mettre en place un nouveau système de distribution. Pour le développement intérieur, en 2016, c'est la fin d'Horizon Tantra. Ces gens avec qui j'avais fait mon premier stage de tantra homme, Jacques Lucas et Marisa Ortolan, et c'est la fin, c'est-à-dire qu'on va se former avec Julie, on va faire 5-6 stages avec eux, un peu enchaînés, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et, euh, et voilà, ça aurait été vraiment un training accéléré pour nous avec Julie, de pouvoir être assistant avec eux pour pouvoir nourrir et ben, notre propre association que nous avons créée, Power and Love, fin 2015, et 2016, ce sera nos 2 premiers stages. Donc en avril et en octobre, nos 2 premiers stages sur la réconciliation féminin-masculin. Sur Horizon Tantra, pour moi, ça aurait été vraiment la puissance d'être assistant sur la fin et de recevoir un maximum. Et c'est aussi la confiance de pouvoir être dans cette posture d'accompagnement, notamment là, par exemple, en novembre, où j'ai accompagné 8 hommes dans un processus de Gestalt. Euh, Vraiment le plaisir de pouvoir être avec les hommes et de les accompagner sur ces moments privilégiés d'humanité, ces moments où vraiment nous sommes qui nous sommes et nous allons nous défaire de nos histoires, de nos névroses, de tout ce qui nous a formés mais qui n'est pas nous, de tout ce que nous avons à dépasser, qui fait partie de notre histoire mais qui n'est pas nous. Voilà, et j'ai beaucoup de gratitude et d'amour pour ce que j'ai appris avec Horizon Tantra, pour tout ce que ça a réveillé en moi et pour ce que nous faisons maintenant, ce que nous mettons en place progressivement avec Julie dans Power and Love. Ah, voilà pour cette rétrospective très accélérée et quand même un petit peu longue jusqu'à cette année 2016. Et finalement, toutes ces actions, tous ces changements m'ont amené à me positionner pour me présenter en tant que candidat pour les législatives de 2017, de juin 2017, sous la bannière de la France Insoumise. Et, et c'est pas rien, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de la politique. Les monnaies en sont une forme. Tout ce que j'ai pu communiquer depuis 2008-2009 sur ces changements d'intelligence collective, ces changements d'organisation, ces changements d'architecture et ce passage à la société du partage, c'est de la politique, c'est profondément politique. Je pense que Simba était profondément politique, la façon de changer la monnaie et les échanges, c'est profondément politique. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, ben, pourquoi ne pas aller dans cette voie, plutôt que de passer beaucoup de temps à critiquer et à dire qu'ils sont tous corrompus ou je ne sais pas quoi, en tout cas,
à critiquer, je me dis, bah, il est peut-être temps que je me bouge les fesses et que j'essaie d'incarner bah, ce dont je parle, et puis je verrai si c'est si facile et ce que ça représente. Donc voilà un changement profond pour moi, et j'y vais avec grande prudence, mais friand de cette nouvelle expérience, quoi, de voir, ok, qu'est-ce que je peux apporter à la politique et qu'est-ce que la politique peut m'apporter, et est-ce que c'est une voie juste aujourd'hui pour faire changer les choses en profondeur. Voilà, deux conclusions. La première, c'est qu'en fait, on a oublié dans notre société Kuan Yin. Kuan Yin, chez les taoïstes, c'est l'équivalent de Isis, ou de la Vierge Marie, ou de Gaïa, c'est-à-dire cet archétype de la mère, de la déesse mère, euh, qui est le grand Yin. C'est-à-dire, la déesse mère, c'est celle qui nourrit. C'est celle qui nourrit, et la déesse mère, c'est l'abondance, c'est Gaïa, c'est celle qui dit qu'il y a assez pour tous. C'est vraiment cette conscience qu'en fait, nous sommes tous reliés, et vu la richesse que nous avons sur Terre, vu la richesse de la nature, vu la multiplicité, je vais le redire, la multiplicité, c'est incroyable ça, vu la richesse, je vais revenir sur la richesse, c'est plus simple, de la nature, eh ben, il y a largement assez pour tous. Donc honorer et, et reconnaître et remercier cet archétype de la déesse mère, dont si on n'est pas dedans, si on n'honore pas les ombres de la déesse mère, c'est la greed and cupidity. Greed, c'est l'avarice, et cupidité sont les deux mamelles des marchés financiers. Donc, si on ne veut pas tomber dans justement cette avarice et cette cupidité, eh ben, reconnaissons et célébrons l'abondance qui est là et qui est tout autour de nous, qui fait que nous sommes vivants, qui fait que nous avons à manger, qui fait que nous avons un toit sur la tête, qui fait que nous vivons dans un pays en paix. Enfin, bref, toutes ces choses qui font qui sont déjà là et qu'on a tendance à oublier parce qu'on voudrait, je sais pas quoi, de l'argent, plus d'argent, toujours plus d'argent. Donc voyons tout ce qui est déjà là et remercions pour cette abondance qui est là. Tout ça, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les valeurs masculines. Le grand yang, j'ai mis l'obélisque ici, qui est un sacré symbole phallique, doré tout en haut. Parce que dans cette sortie du patriarcat, de la société aux valeurs très masculines, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer à la poubelle toutes les valeurs masculines. Le masculin a du bon et le masculin a du vertueux. Maintenant, il faut lui redonner sa justesse et il faut lui retrouver sa position d'équilibre pour pas qu'il soit en excès, pour pas qu'il soit destructeur, compétiteur en excès et dévastateur comme il l'est aujourd'hui dans nos sociétés et dans nos institutions. Le grand yang, c'est aussi les valeurs bah, de la puissance, c'est aussi les valeurs de l'échange et les valeurs en tant que telles. Et puis ça va être aussi les structures et les nouvelles architectures dans lesquelles on va avoir besoin de mettre de nouvelles lignes de force. Voilà pour ce nouveau masculin. Finalement, on va, en tout cas moi, ce que j'appelle, c'est de cultiver, nettoyer, astiquer, balayer l'intérieur, que chacun fasse sa propre transformation personnelle et s'occupe de soi et vraiment de son intériorité, parce que c'est un ménage, c'est une écologie personnelle, une écologie intérieure à avoir, qui si elle n'est pas faite, bah, pourrit un petit peu, pollue le reste, si je peux dire, pollue l'environnement. Et puis en plus de ça, bah, c'est optimiser, organiser, transformer, déployer l'extérieur, c'est-à-dire s'occuper de ces nouvelles architectures. On a besoin vraiment des deux. Alors pour ma part, en cette année 2016 où j'ai fait beaucoup de bilans, où j'ai réorganisé vraiment mes activités, eh ben, aujourd'hui je me présente avec une activité d'acupuncteur économique, d'accordeur d'organisation, j'y reviendrai, un site Open Society pour présenter, pour donner à voir bah, cette société ouverte, à quoi elle ressemble, un site Power and Love avec nos activités avec Julie sur le féminin masculin, et puis un site pour le Wu Tao, les cours de Wu Tao à Montpellier et dans l'Hérault. Etienne Ayem, ce site, il va être bientôt sous l'adresse conseil.etienneayem. Donc là, c'est pour mon accompagnement sur du conseil en innovation monétaire et facilitation et accompagnement stratégique pour toutes les questions d'intelligence collective et de nouveaux modes de financement. Open Society, bah, vous retrouverez une vingtaine de conférences que j'ai faites, soit sur la société ouverte, soit sur les monnaies complémentaires, soit sur la création monétaire. Power and Love, c'est là où on va proposer vraiment nos stages de réconciliation féminin-masculin, nos stages pour couple, dont le premier qu'on fait en mars cette année en 2017, et puis accompagnement individuel. Julie comme moi, nous accompagnons, Julie vraiment sous la forme thérapeutique, moi plus sous une forme de coaching en individuel.
Et puis enfin, etiennewoutao.strakinly.com pour les cours de Woutao. Atteindre l'éveil aujourd'hui, ce n'est plus seulement méditer sous un arbre en haut d'une montagne. C'est aussi agir joyeusement et collectivement à la création de nouvelles architectures sociétales, tout en respectant son équilibre personnel. Voilà, ça c'est ma conclusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il suffit pas juste d'être séparé du monde à aller méditer en haut de la montagne. Il n'est pas bon non plus de se cramer et de se surcramer, et je suis bien placé pour vous en parler, et je connais bien dans les réseaux ce mécanisme de se surcramer. C'est vraiment les deux, c'est l'équilibre intérieur-extérieur, c'est-à-dire se transformer, prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de soi, et puis participer joyeusement, parce que ça doit procurer de la joie, tout ça. Si on fait ça, c'est pour le plaisir aussi de transformer ces choses-là. Si ça devient une lutte ou un devoir où il faut agir, je sais pas quoi, une urgence, bah, généralement, il n'y a plus beaucoup de plaisir. Donc voilà, agir joyeusement et collectivement à transformer ces architectures tout en prenant soin de soi. Voilà, très chers amis, je vous souhaite une très belle année 2017. S'il y a des passages qui vous interrogent, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et puis comme ça, bah, je pourrai détailler et faire d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et puis je vous dis bah, à très bientôt.